Le sénateur Bernie Sanders s'en prend une fois de plus à Israël, utilisant ce que certains appellent l'argument en tant que juif pour tenter de bloquer les ventes d'armes américaines à l'État juif. Et alors que ce débat se déroule à Washington, un nouveau rapport du département d'État révèle que l'autorité palestinienne continue de financer et de promouvoir le terrorisme malgré ses promesses d'y mettre fin. Entrons dans le vif du sujet dans l'émission Judication d'aujourd'hui. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, joue la carte du « en tant que juif » pour défendre des politiques qui nuiraient à l'État d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de la carte « en tant que juif ». On trouve ces personnes partout sur les réseaux sociaux. Ils disent des choses comme « en tant que juif, je ne soutiens pas Israël. En tant que juif, je pense qu'Israël est maléfique » et ainsi de suite. Ces personnes sortent leur carte en tant que juifs, comme si, simplement parce qu'ils sont juifs, ils devenaient soudainement des experts sur ce qui se passe en Israël et ici au Moyen-Orient. Dans sa récente tribune dans The Guardian, Sanders dit « Je suis un fier Américain juif », écrit-il, avant de raconter l'histoire de sa famille pendant la Shoah. En d'autres termes, il doit être un expert ou un représentant du peuple juif parce que sa famille a vécu la Shoah. Ou bien, s'il est un survivant juif de la Shoah, alors tout ce qu'il dira à partir de là doit forcément être juste. Et qu'a fait Sanders ensuite? Il a soutenu que les États-Unis devaient bloquer les ventes d'armes à l'État d'Israël. Regardons cet extrait. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je propose aujourd'hui 2 résolutions conjointes de désapprobation. Le seul mécanisme formel dont dispose le Congrès pour bloquer une vente d'armes. Revenons maintenant à la tribune de Sanders. Comme l'a expliqué le docteur Rena Arash de l'organisation de surveillance des médias Honest Reporting, Sanders reconnaît qu'Israël avait le droit absolu de répondre à l'attaque du Hamas en faisant référence au massacre du 7 octobre 2023, mais il bifurque immédiatement, affirmant qu'Israël mène une guerre totale extrêmement destructrice contre l'ensemble du peuple palestinien. Et ce que les experts ont correctement qualifié de génocide, ce sont les mots du sénateur Sanders. En réalité, il n'y a aucun examen de qui sont ces experts, ni aucune prise en compte de la définition juridique du génocide, qui exige une intention démontrable de détruire un peuple et non simplement un nombre de victimes civiles jugées trop élevé au cours d'une guerre. Les évaluations juridiques concurrentes sont ignorées. L'accusation est affirmée, répétée, puis utilisée comme base d'une politique. Arash dit que le même article d'opinion note en une seule ligne que le Hamas a tué plus de 1200 hommes, femmes et enfants innocents et a pris des centaines d'otages. Mais cela est traité comme un simple arrière-plan, pas comme la cause. Le massacre qui a déclenché la guerre est reconnu, puis effectivement mis de côté comme si la réponse d'Israël était née de nulle part. À partir de là, Sanders passe à la politique. Il annonce qu'il va forcer le Sénat à voter sur 2 résolutions conjointes de désapprobation pour bloquer les ventes d'armes à Israël. L'une vise 151 millions en bombes de 1000 livres, l'autre bloque 295 millions en bulldozers. Ce ne sont pas des armes défensives, soutient-il. Ce sont les instruments du nettoyage ethnique. Maintenant, ce vote a bien eu lieu au Sénat la semaine dernière. Il n'a pas été adopté. Dieu merci. Cependant, il convient de noter que 40 sénateurs démocrates ont voté en faveur du projet de loi. Cela devrait indiquer à tout le monde où en est le Parti démocrate aux États-Unis aujourd'hui en ce qui concerne Israël. Comme c'est triste, revenons aux propos de Sanders sur les armes. Arash dit que cette présentation n'est rien d'autre qu'une grossière déformation. Les mêmes munitions que Sanders condamne sont courantes dans la guerre moderne et sont utilisées précisément parce qu'elles permettent des frappes ciblées contre les positions très fortifiées à partir desquelles opère le Hamas. En d'autres termes, Sanders affirme qu'il se soucie des Arabes et des musulmans vivant à Gaza. Vraiment? Donc, pour sauver des vies arabes, tu veux t'assurer qu'Israël n'obtienne pas les armes dont il a besoin pour des frappes précises? Tu suggères qu'Israël commence à utiliser des armes non précises? Bien sûr, cela entraînera plus de victimes à Gaza. C'est ce que Bernie Sanders veut? Ou peut-être qu'il suggère qu'Israël ne devrait pas répondre du tout. Désolé, sénateur, nous n'allons pas permettre aux terroristes de circuler librement. Le 7 octobre ne se reproduira jamais.
Une autre raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet dans cette émission appelée Judéication, voici un tweet récent du sénateur Sanders. Il dit que ce n'est pas seulement Gaza, l'Iran et le Liban. Dans ce qu'il appelle la Cisjordanie ou Judée et Samarie depuis octobre 2023, selon Sanders, les soldats et colons israéliens ont tué 1060 et 11 Palestiniens, démoli plus de 6000 maisons, construit 200 avant-postes illégaux et il dit ensuite plus d'aide militaire américaine à Israël. Sanders est contre le fait que les Israéliens se protègent sur tous les fronts, que ce soit au Liban, en Iran ou en Judée et Samarie. Et que fait-il? En tant que juif, bien sûr, il partage de fausses statistiques, très probablement des chiffres de l'ONU, affirmant qu'Israël nuit sans cesse aux Arabes et aux musulmans sous l'autorité palestinienne. Les statistiques sont fausses et bien sûr, il compte les terroristes tués par les soldats de Tsahal parmi ces Arabes morts. Il ne fait absolument aucune distinction entre la légitime défense nécessaire contre les terroristes et d'autres personnes qui ont pu mourir. Sénateur Sanders, honte à vous. Vous avez peut-être trompé certaines personnes ou suscité de la sympathie avec vos discours, articles ou tweets en tant que juif. Mais ces personnes à travers le monde, juifs et non-juifs, qui ont une boussole morale solide, comprennent la différence entre le bien et le mal. Ils comprennent le droit de l'État d'Israël et de son armée morale à défendre le peuple d'Israël. Ils comprennent que l'IADF utilise des munitions de précision, tandis que d'autres pays comme l'Iran, par exemple, utilisent des bombes à sous-munitions pour essayer de tuer le plus de civils possible. Vous voyez la différence, les amis? Sénateur Sanders, vous jouez votre carte en tant que juif. Tout ce que j'ai à dire, c'est « quelle honte ». Voici un sujet que je me demande si Bernie Sanders va aborder. Le Washington Free Beacon a révélé que le département d'État américain a soumis au Congrès un rapport classifié déterminant officiellement que l'autorité palestinienne continue de promouvoir et de financer le terrorisme et qu'elle verse des salaires aux terroristes. Ce dont nous parlons ici, bien sûr, c'est du programme « Payer pour tuer » de l'autorité palestinienne, dans lequel les terroristes sont rémunérés selon une échelle variable en fonction du nombre de juifs qu'ils assassinent. Plus il y a de carnage, plus ils reçoivent d'argent, ainsi que leurs familles. Selon le rapport, les conclusions du département d'État ne laissent aucun doute sur le fait que l'autorité palestinienne a violé une longue liste d'engagements pris envers les États-Unis et les gouvernements européens. Malgré la déclaration faite en 2025 par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, selon laquelle le programme Pay to Slay avait été annulé, en réalité, l'autorité palestinienne a continué de transférer des centaines de millions de dollars par le biais d'une nouvelle autorité de protection sociale qui sert désormais de canal pour les paiements aux terroristes et à leurs familles. Ces conclusions interviennent environ 6 mois après le début du cessez-le-feu à Gaza et l'engagement pris par l'autorité palestinienne auprès du président américain Donald Trump, selon lequel des réformes majeures et l'arrêt du programme Pay to Slay feraient de l'autorité palestinienne une alternative viable pour la gouvernance dans la bande de Gaza. Le rapport du département d'État prouve que l'autorité palestinienne a violé ses engagements de manière délibérée et flagrante. Parallèlement au paiement direct des salaires des terroristes, le rapport met en évidence la poursuite de l'incitation et de la glorification de la violence par l'autorité palestinienne, y compris dans son système éducatif, sur ses plateformes officielles de médias sociaux et dans les médias de l'autorité palestinienne. Il souligne également le soutien au terrorisme à travers des contenus éducatifs et des camps d'été qui inculquent une idéologie djihadiste aux enfants. Le rapport du département d'État note également que l'autorité palestinienne agit en violation directe des accords d'Oslo en prenant des mesures unilatérales à l'ONU pour établir un soi-disant État palestinien et en engageant des actions en justice devant des tribunaux internationaux, 2 démarches expressément interdites par l'accord d'Oslo. Il note également les tentatives de hauts responsables de l'autorité palestinienne pour entraver l'expansion des accords d'Abraham, notamment en soutenant des boycotts et en cherchant à isoler Israël sur la scène internationale, des actions qui soulignent le manque de bonne foi de l'autorité palestinienne. Ces actions ont poussé le département d'État à interdire aux hauts responsables de l'autorité palestinienne d'assister à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier. Nous avons toutes ces informations grâce à l'organisation Regavim. Regavim a déclaré que l'autorité palestinienne est une entité terroriste qui trompe la communauté internationale depuis des décennies. Le rapport au Congrès s'ajoute à la longue liste de preuves de la perfidie de l'autorité palestinienne.
Encore une révélation de plus dans une série qui s'est accumulée au cours des dernières années. Derrière les costumes cravates et les promesses creuses faites au président Trump, Mahmoud Abbas continue d'alimenter la machine meurtrière avec des centaines de millions de dollars. L'État d'Israël doit cesser de compter sur des terroristes comme sous-traitants pour notre sécurité. Une entité qui forme des enfants au djihad dans des camps d'été, qui harcèle Israël dans les forums internationaux et qui sape à plusieurs reprises les accords d'Abraham, est un ennemi dans tous les sens du terme. Le gouvernement israélien, ayant démontré en Iran qu'il sait comment affronter ses ennemis, doit agir immédiatement contre ceux qui cherchent à saper notre existence à seulement quelques mètres de notre porte. Mes amis, l'autorité palestinienne doit partir. L'autorité palestinienne paie des terroristes pour assassiner des juifs. L'autorité palestinienne n'a jamais été intéressée par la paix, elle cherche seulement à détruire Israël par étapes. Quand allons-nous enfin dire que ça suffit et arrêter de légitimer ces terroristes et ces hommes en costume? Cela dure depuis beaucoup trop longtemps. Ça suffit. Passons à autre chose ici. Hatzalat Judée-Samarie, également connu sous le nom de Sauveteurs sans frontières, rapporte que ce samedi matin, pendant le Shabbat, vers 7 heures, des émeutiers arabes de Douma ont attaqué un berger juif de la ferme Givo-David, avec des bâtons et des pierres dans les zones de pâturage. Il a été évacué à l'hôpital Shaare Tzedek avec une fracture du crâne. Regardez cette photo terrifiante de David après qu'il a été attaqué par des Arabes, son seul crime étant d'être juif et de se trouver en Samarie alors qu'il s'occupait de son troupeau. Dans un incident distinct dans la région de Douma, vers 9h40 du matin, un Arabe a délibérément percuté un véhicule Ranger. C'est comme un quad, conduit par le propriétaire de la ferme Miktam Les David, qui s'est précipité pour aider le berger après avoir remarqué que des personnes s'approchèrent de lui. À la suite de la collision, le conducteur a subi une blessure à la tête causée par le pare-brise, mais il a choisi de ne pas être évacué afin de rester et de sécuriser la ferme. Les amis, vous avez vu la photo, c'est extrêmement troublant. Comment les Juifs qui sont bergers, qui travaillent dans les champs, sont attaqués. Personne n'a relevé cela dans les médias traditionnels. Je n'ai pas vu l'ONU en parler. Je n'ai vu aucune ONG condamner ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu de gros titres, même dans les médias israéliens, montrant cette image que nous venons de vous montrer de ce berger juif qui a été attaqué. Seulement dans les cas qu'ils appellent la violence des colons, seulement quand cela arrive, quand un juif, même s'il s'agit de légitime défense, réagit, cela devient la une des journaux, cela devient l'information principale. Cela devient l'obsession des médias et de la communauté internationale. Mais quand un juif est blessé, et je ne veux jamais que les juifs soient les victimes ici, mais quand un juif est blessé, c'est le silence complet. Et en dehors du fait que ce monsieur a été blessé, et Dieu merci, il va s'en sortir. Je voulais souligner l'hypocrisie de tous ceux qui sont obsédés par le fait de parler de la soi-disant violence des colons. Mais quand un juif est blessé, c'est le silence, comme je l'ai dit, un silence total. Passons à autre chose. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a de nouveau fait la une cette semaine concernant la Judée-Samarie et Gaza. Smotrich, bien sûr, occupe également le poste de ministre au sein du ministère de la Défense. Lors d'une célébration de la fête de l'indépendance dans la communauté de Brooklyn, en Samarie, Bezalel Smotrich a déclaré qu'Israël retournerait dans le bloc de communauté de Gush Katif. Si vous vous souvenez, Israël a démoli toutes les communautés juives. Notre gouvernement a fait cela à Gaza dans le cadre de l'expulsion de 2005 et a retiré les 9000 résidents israéliens de ces communautés. Alors, qu'avons-nous obtenu de cette erreur désastreuse? Nous avons eu le massacre du 7 octobre. Israël n'avait plus de présence militaire ou civile à Gaza. Le Hamas a pris le contrôle et a consacré tout son temps, son énergie et ses ressources à planifier le 7 octobre. Revenons maintenant à Smotrich. Il a félicité le gouvernement actuel en Israël pour avoir mené une véritable révolution en annonçant pas moins de 100 nouvelles communautés juives en Judée et Samarie. Nous en avons déjà parlé dans l'émission. Rappelons aussi qu'en 2005, le gouvernement a démantelé 4 communautés juives dans le nord de la Samarie. Ces communautés sont en cours de rétablissement et nous en parlerons davantage dans quelques minutes. Smotrich a déclaré que le rétablissement de ces communautés est une correction historique de l'injustice de l'expulsion. Il a déclaré « Nous sommes rentrés chez nous et cette fois pour toujours ». Smotrich a dit
Et tout comme nous revenons en Samarie du Nord, nous reviendrons aussi à Gush Katif. C'est à Gaza. Il a ensuite cité le prophète Jérémie et sa prophétie sur le retour d'Israël sur sa terre. Il a dit « Aujourd'hui, ici, en Samarie, les prophéties de consolation ne sont plus un rêve, mais la vue depuis la fenêtre. » Les prophéties prennent forme à travers les grues et les tracteurs, dans l'agriculture et les maisons, et chez les garçons et les filles qui jouent dans les rues. J'espère que le ministre Smotrich a raison. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais il n'y a pas de raison que seuls les Arabes vivent à Gaza et pas les Juifs. Tout comme je m'oppose toujours à ceux qui défendent le droit exclusif des Arabes à vivre en Judée et Samarie. Il n'y a absolument aucune raison pour que les Arabes puissent vivre en Judée et que les Juifs ne le puissent pas. Ce serait du racisme, cela n'a aucun sens. Comme je l'ai mentionné, une annonce historique a eu lieu cette semaine. Après 21 ans, les communautés juives de Ganim et Kadim, démolies par notre propre gouvernement en 2005, devraient être reconstruites cet été. C'est une excellente nouvelle. L'annonce fait suite à une décision du cabinet prise sous l'impulsion de Smotrich et du ministre de la Défense Israël Katz. Cela intervient également quelques jours seulement après le retour des Israéliens dans la communauté de Sanur, qui avait elle aussi été évacuée lors de ce qu'on appelle le désengagement dans le nord de la Samarie. Je n'aime pas le mot « désengagement », car il suggère que les habitants sont partis volontairement pour la paix. Le gouvernement a quitté ces zones, mais tout ce concept de juifs d'un côté et d'arabes de l'autre côté, d'une sorte de clôture ou de mur, ne fonctionne pas. Nous l'avons vu le 7 octobre lorsque les clôtures ont été détruites. Cette mentalité du « nous ici, eux là-bas » en Israël ne fonctionne pas. Désolé de digresser. Le vrai sujet ici, c'est le fait qu'Israël retourne une fois de plus en Samarie du Nord. C'est une excellente nouvelle pour tout le pays. Pour continuer, un enfant israélien de 4 ans a été légèrement blessé jeudi dernier lorsque des terroristes arabes ont lancé des pierres sur la voiture dans laquelle il voyageait en Samarie. Dieu merci, les blessures étaient légères. Cela aurait pu être bien pire. Les Arabes qui jettent des pierres peuvent tuer. Cela s'est déjà produit par le passé. Des enfants, des femmes et des hommes juifs ont été assassinés lors d'attaques à coups de pierre. Regardez cette image horrifiante de l'organisation Sauveteurs sans frontières. Pouvez-vous imaginer une réalité où vous vivez, disons, dans la région du New Jersey, vous êtes sur la Garden State Parkway et quelqu'un lance des pierres énormes sur votre voiture? Regardez la taille de ce trou dans le pare-brise. Cela dure depuis près de 40 ans, voire plus. C'est fou que nous n'ayons pas réussi à créer un moyen de dissuasion pour arrêter ça, mais j'ai de l'espoir. Un jour, ça s'arrêtera. Il suffit simplement de décider que trop, c'est trop. La semaine dernière, j'ai parlé du fait que l'État du Tennessee a adopté une loi pour utiliser le terme Judée et Samarie au lieu de Cisjordanie dans les documents officiels de l'État. Selon le New York Forward, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, devrait signer la loi appliquant ce mandat aux supports éducatifs de l'État, y compris les manuels scolaires et les descriptions de cours. Selon la loi, l'utilisation du terme Cisjordanie est une tentative délibérée d'effacer l'identité juive de la Judée et de la Samarie et d'occulter les liens historiques, religieux et juridiques profonds du peuple juif avec cette terre. Si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière et appelé le bureau du gouverneur Lee pour encourager la signature de la loi, bravo. Parmi les États qui ont présenté une législation similaire cette année, on compte l'Alabama, l'Arizona, la Floride, l'Oklahoma, l'Utah et la Virginie occidentale. Espérons que beaucoup d'autres États adopteront une législation similaire dans un avenir proche. Les amis, on l'a appelé la Judée et la Samarie pendant 2000 ans. C'est devenu la Cisjordanie pendant l'occupation illégale de cette région par la Jordanie de 1949 à 1967. Ne donnons pas la victoire aux propagandistes en faisant semblant que notre terre ancestrale biblique est d'une manière ou d'une autre la Cisjordanie jordanienne. C'est tout pour la judéocation d'aujourd'hui. Je suis Josh Aston, correspondant de JNS News. Je voudrais remercier les personnes en coulisses ici à JNS TV, la productrice Barbara Kamanoff, l'ingénieur Arne Vogalanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, le responsable de la station Yuri Svetsky et la monteuse vidéo Olga Senatov. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Assurez-vous de consulter JNS TV pour tout le contenu incroyable proposé. Abonnez-vous, laissez-nous un super merci et consultez jns.org pour toutes les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Excellente semaine à tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine ici sur Judéocation sur JNS TV.